Alors, nous revoilà donc pour la deuxième partie donc, de cette matinée. Alors, donc je vous présente François Trahay, Ève Liskern et Kevin Zanin. Donc François Trahay est maître de conférence à Télécom Sud Paris au sein du département informatique depuis 2011. Et il est spécialiste du calcul haute performance et il va nous expliquer sous peu de quoi il s'agit. Sa recherche le conduit à manipuler de vastes quantités de données qui doivent être représentées. Et Ève Liskern et Kevin Zanin sont des étudiants du département design graphique et numérique de l'ESAT de Reims. Ils sont actuellement en 5e année, c'est-à-dire en Master 2. Et durant le semestre dernier, dans le cadre de mon cours, ils ont produit des principes graphiques pour tenter de résoudre les problèmes de représentation posés par François Trahay. Durant le semestre, ces principes graphiques, durant le semestre qui commence là, maintenant, ces principes graphiques seront transmis et développé par un groupe d'étudiants ingénieurs de l'option GIN, Jeux vidéo et interaction numérique, qui est dirigé par Michel Simatic, qui est présent parmi nous, ainsi que l'équipe en question. Michel Simatic, qui est enseignant-chercheur de TSP. L'objectif donc, de ce projet, qui est porté conjointement par l'ESAT de Reims et TSP, TEM, Institut Mines Télécom, et il est double, en fait, cet objectif. C'est de développer un espace commun et des méthodes de travail entre ingénieurs et designers, ce qui n'est pas acquis actuellement. En général, je veux dire, nous, on est en train de l'acquérir, mais finalement, c'est quelque chose qui n'est pas une chose donnée non plus. Et de produire un prototype d'outil de visualisation destiné à la communauté des chercheurs dans le domaine auquel appartient François Trahay. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à François, Ève, Lise et Kevin. Merci Olaf. Hop, je vais me mettre debout, ça ira mieux. Donc, moi je vais vous présenter déjà le contexte de ce projet, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans la vie en termes de recherche, et quelles sont les problématiques que j'ai et pourquoi je suis allé voir les étudiants de l'ESAD avec ce projet. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Kevin et Ève-Lise qui vous présenteront vraiment tous les aspects design de ce projet. Donc, moi je travaille dans un domaine qui s'appelle le calcul haute performance ou High Performance Computing en anglais. Donc l'idée de ce domaine, c'est de faire ce qu'on appelle de la simulation numérique. Donc on va simuler des phénomènes physiques numériquement. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver par exemple pour prédire la météo ou prédire le climat qu'il y aura dans 50 ans, faire des simulations de séisme, d'astrophysique, etc. Et donc le point commun de tous ces domaines, toutes ces simulations, c'est que ça va nécessiter énormément de calculs et manipuler de très grandes quantités de données. Ce qui fait qu'on va être obligé d'utiliser des espèces de supercalculateurs comme ça, qui vont nous permettre de calculer suffisamment vite pour traiter toutes ces simulations. Voilà, donc on va avoir un besoin en puissance de calcul toujours plus grand, soit pour traiter des problèmes plus rapidement, soit pour traiter des problèmes toujours plus gros. Alors, les exemples que je vous ai donnés, ils peuvent paraître très orientés recherche, mais en fait, dans la vraie vie, dans l'industrie, c'est également utilisé. En automobile, par exemple, vous allez avoir Renault qui va, au lieu de faire des crash tests physiques, simuler un crash test, donc simuler les déformations des matériaux, etc., en utilisant du calcul de performance. Ça va être utilisé par L'Oréal, par exemple, pour faire en cosmétique, pour calculer les interactions entre différentes molécules qu'on va mettre dans un produit. Donc voilà, vous avez beaucoup d'exemples d'utilisation du calcul haute performance, que ce soit dans la recherche ou dans l'industrie. Alors, pour être un peu plus... maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand on fait du calcul haute performance. Pour ça, je vais prendre l'exemple d'une prévision météo. Donc, on a un ouragan qui arrive sur je ne sais pas quelle côte.
Et on va essayer de prédire dans quelle direction ira cet ouragan. Pour faire ça, on a des physiciens, des météorologues, etc., qui ont établi un certain nombre de modèles mathématiques qui permettent, à partir de l'état actuel de l'atmosphère, de prédire ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, etc., dans 12 heures. Et donc, les météorologues ont écrit un programme qui permet de simuler l'atmosphère. Le problème, c'est que si on fait tourner ce programme sur une machine, le traitement, la quantité de calcul nécessaire est telle qu'on aura l'état de notre ouragan pour dans 12 heures, on va réussir à le calculer dans 2 mois. Donc c'est moyennement intéressant. Donc pour avoir un calcul qui va plus vite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paralléliser l'algorithme. Donc au lieu de l'exécuter sur une machine, on va l'exécuter sur 4 machines. Donc on va avoir une machine qui va traiter la partie en haut à gauche, une machine qui va traiter la partie en haut à droite, etc. Ce qui fait que chaque machine va traiter moins de données et donc va pouvoir calculer plus vite. Et donc là, à vue de nez, on va pouvoir se dire que au lieu de mettre 2 mois, on va mettre 4 fois moins, donc 2 semaines pour faire ce calcul. D'accord ? Donc l'idée, c'est que chaque machine traite un sous-ensemble du problème, et puis les machines vont devoir communiquer entre elles pour se dire ce qui se passe à la bordure, par exemple, entre les 2 domaines. OK ? Donc, je vais pouvoir traiter mon problème sur 4 machines. Ça va me permettre, si tout se passe bien, d'aller 4 fois plus vite. Et puis, je vais pouvoir augmenter le nombre de machines. Donc, si je divise en 16 mon espace, je vais pouvoir exécuter ça sur quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va prendre 16 machines, on va toutes les relier en réseau, et puis chaque machine va traiter une partie du problème. Donc ça, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. On prenait des machines normales, des machines de bureau, on les reliait en réseau, et puis on faisait tourner ce genre de simulation. Et puis aujourd'hui, au lieu d'utiliser des machines normales, on va utiliser des serveurs. Donc on va avoir plein d'étagères qui sont remplies de serveurs. Donc on a une salle qui va contenir peut-être 20 000 machines, et on va pouvoir donc découper notre problème en beaucoup plus de petits morceaux, ce qui fait que ça va aller encore beaucoup plus vite. Et donc au lieu d'avoir notre simulation qui va durer 2 mois, on va avoir une simulation qui va durer quelques heures, ce qui va nous permettre éventuellement d'évacuer des populations là où l'ouragan va passer. Ok ? Voilà, donc quand je vous ai dit que là on divise le problème par 64, ce qu'on espère, c'est que ça va diviser le temps d'exécution par 64. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on fait quelque chose comme ça, on divise le temps par 20 seulement, ou par 10. Donc on n'obtient pas les performances qu'on escomptait. Et on n'a pas ces performances parce que les machines vont devoir communiquer entre elles. Il y a certaines machines qui vont être bloquées, donc qui ne vont pas calculer pendant que d'autres calculent, etc. Et donc, on va avoir besoin ensuite d'optimiser notre programme pour s'approcher du x64. Et donc, pour faire ça, on va avoir besoin d'analyse de performance. L'idée, c'est que exploiter efficacement un calculateur, c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'on a un matériel qui est très compliqué, parce que les programmes sont très compliqués, ils contiennent beaucoup de lignes de code, et puis assez souvent on a des interactions entre des morceaux de programme qui ont été écrits par des personnes différentes, et ces interactions sont compliquées à prédire. Donc pour toutes ces raisons, on va avoir besoin d'analyser les performances d'une application pour pouvoir améliorer les performances. Donc, dans le cadre de ma recherche, je développe un outil qui permet de faire de l'analyse de performance. L'idée de cet outil, c'est qu'on exécute l'application une fois, et puis pendant l'exécution de l'application, on va enregistrer un certain nombre d'événements qui sont marquants pour l'exécution de l'application. Donc on va enregistrer
dans un fichier à chaque fois que l'application envoie un message, à chaque fois qu'elle reçoit un message, à chaque fois qu'elle se bloque, qu'elle commence un calcul, etc. Et puis après l'exécution, on va analyser le fichier qui a été produit. On va pouvoir extraire à partir de statistiques des informations. Et puis on va aussi pouvoir visualiser le résultat sous forme d'un diagramme de Gantt, comme on a ici. Donc ici, on voit qu'on a un programme qui a été exécuté sur 4 machines. Et donc là, on voit l'état de la machine 1, de la machine 2, de la machine 3, etc. au cours du temps. Donc là, vous avez le début de l'application, là, vous avez la fin de l'application. Et les différentes couleurs vont désigner un certain état de la machine. Donc là, en l'occurrence, orange, c'est quand on envoie des données sur le réseau. Violet, c'est quand on se bloque en attendant de recevoir des données. Et puis tout ce qui est bleu, c'est quand on calcule. Donc le développeur d'application, en visualisant cette trace, va pouvoir comprendre pourquoi son application ne va pas aussi vite qu'escompté. Là, en l'occurrence, mon application ne va pas 4 fois plus vite que si je le lance sur une machine, parce qu'on passe à peu près la moitié du temps à envoyer des messages ou à recevoir des messages. Donc pendant toute cette partie-là, on n'est pas en train de calculer. Donc ça, c'est un cas simple. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on exécute une application et qu'on observe la trace qu'on obtient, on a un truc comme ça. Donc je ne sais pas vous, mais moi je vois pas grand chose. Alors il se passe des trucs bleus, il se passe des trucs bleu clair, des violets, mais c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'une trace, en fait, ça peut contenir des millions d'événements, voire des centaines de millions. Ça peut représenter des traces de l'ordre de 10 gigaoctets. Et donc l'outil actuel que j'utilise, qui est celui-là, il est inadapté parce que on a beaucoup trop d'informations qui sont présentes à l'écran. Là, on essaie de représenter, alors ça c'est une trace qui est relativement petite, il y a 400 000 événements. Donc on essaie de représenter 400 000 informations sur je ne sais pas combien de milliers de pixels, mais moins de pixels. Et donc vous imaginez bien que quand on va essayer d'ouvrir des traces qui font 100 millions d'événements, avec cette méthode-là, ça ne va pas du tout passer. On ne va pas pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc on a eu l'idée de ce projet justement de data visualisation en collaboration entre des étudiants de l'ESAD de Reims, donc des étudiants designers, et puis des étudiants ingénieurs de GIN, qui est une spécialité de Télécom Sud Paris et de l'ENSIE à Évry. Donc GIN, c'est une spécialité jeux vidéo et interaction numérique. Donc là, on est plus sur la partie interaction numérique que sur la partie jeux vidéo, mais ce sont des étudiants qui sont ingénieurs, donc qui savent implémenter, écrire ce genre de logiciel. Et donc, le but pour les étudiants designers, c'était de produire un design, une interface qui permette de visualiser des traces d'exécution qui contiennent un très grand nombre d'informations. Et les deux principaux objectifs, c'était de pouvoir identifier toutes les phases d'inactivité, donc savoir quand est-ce qu'une machine ne calcule plus, mais elle attend de recevoir un message, par exemple. Et puis montrer toutes les communications réseau, donc tous les messages qui sont envoyés sur le réseau. On a besoin de les visualiser en tant que développeur, parce que ça nous donne des informations sur quelle machine communique avec laquelle, à quelle étape de l'application on en est rendu, et pourquoi l'application ne va pas aussi vite que prévu. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Kevin. Alors bonjour. Alors ma présentation va être en 3 parties. Attends, j'ai un petit bug.
Alors ma présentation va être en 3 parties. D'abord, je vais vous présenter le principe de base, puis la mise en forme de ce principe, et enfin l'interface. Donc pour commencer, ça c'est le logiciel initial, donc de base, de la représentation des traces. Et là, c'est ma proposition. Donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à cette représentation. Donc, commençons par le principe. Alors la trace, c'est le résultat d'un processus, d'un calcul qui se fait dans le temps. Donc c'est une stratification d'informations. Et on a une vision globale de ce calcul, ce qui le rend en partie illisible. Et ma proposition, c'est de changer de point de vue, de rentrer dans la trace, c'est ne plus voir l'ensemble du calcul, mais uniquement à un instant T. C'est d'avoir en quelque sorte une vision par le dessus. Comme si la trace était un carottage, et avoir des coupes dans la trace, des lamelles, et voir ce qui se passe dans le processeur, à un instant T, et uniquement à cet instant. Et d'avancer dans le calcul, dans la trace de cette manière. Donc le principe, c'est donc de représenter les processeurs sous la forme de points. Donc avec ce principe, on peut voir simultanément l'état de plusieurs processeurs. Donc là, j'ai repris les couleurs de l'interface d'origine, donc c'est pour l'exemple, pour montrer le principe. Donc là, on a des phases de calcul, d'attente, de transfert. Donc je reviendrai par la suite sur les différents états. Et dans l'idée, c'est aussi donc de rejouer le calcul et de naviguer dans le calcul et de voir ce qui se passe dans les processeurs à des instants précis. Donc avec cette forme de représentation, on peut aussi démultiplier tout en restant assez lisible l'information. Donc là, on était sur 15 tout à l'heure, sur 60 ou sur 240. Donc on peut utiliser des mécaniques de zoom. Donc maintenant, on va passer à la mise en forme. Donc ma proposition, c'est de représenter les processeurs sous la forme de points. Donc c'est ma forme de base. Donc j'ai ajouté une amplitude à ces formes, donc trois états différents, qui correspondent aux 3 états les plus importants que traverse le processeur au cours du calcul. Donc le calcul, qui est l'état optimum, idéal. Le transfert, donc qui est un état normal, le processeur envoie des informations donc, à un autre processeur. Donc il faut distinguer cet état. Et enfin l'attente, qui est l'état à éviter en fait, c'est là qu'on perd de la puissance de calcul. Donc ça fait 3 amplitudes différentes auxquelles j'ai ajouté de la couleur. Donc en fait l'amplitude c'est un ordre de gravité qui est accentué par la couleur. Donc dans l'environnement que je développe et dans l'interface par la suite on est sur un fond blanc. Donc c'est pour ça que le calcul est en petit et gris. C'est parce qu'il ne doit pas accrocher le regard vu que c'est l'état normal et optimum. Contrairement à l'attente, lui qui doit accrocher le regard. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans une couleur un peu plus vive. Et donc le transfert qui est un entre-deux. Donc ça, c'est mes éléments de base. Maintenant, je vais les placer pour les faire interagir entre eux. Donc pour ça, je vais utiliser on va dire l'unité minimale que j'ai à ma disposition. Donc c'est le point pour le calcul. Et c'est déjà l'unité qui m'a servi à déterminer la taille des 2 autres. Et donc je vais créer une grille. Et sur cette grille, je vais placer les différents processeurs. Donc toutes les 2 unités pour éviter des phénomènes de chevauchement et de superposition. Donc là, sur le cas qu'on est, on a 8 processeurs, je veux dire. Donc cette grille, elle est flexible. On peut configurer les processeurs en cœur. Donc là, on est sur du quadricœur ou en bicœur. Donc maintenant, je vais placer la typographie dessus, les noms. Donc là, pour l'exemple, on est à tous 342, c'est parce qu'on ne dépasse jamais les centaines, normalement. Mais sinon, ils se nomment 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et donc voilà, si on enlève la grille et qu'on lance une trace et qu'on fait un stop à un instant précis, hop, voilà ce qu'on obtient. Donc voilà. Donc dans l'idée, c'est toujours de se balader dans le calcul et dans la trace. Donc là, il y a une petite vidéo un test de ce que peut donner une animation. Donc c'est juste une recherche, hein, c'est pas le résultat final. Donc maintenant, on va passer à une simulation. On va dire qu'on a lancé une trace avec 128 processeurs et qu'on a fait une pause à un instant T. Et je vais parler d'un élément que je n'ai pas encore abordé. Donc c'est les messages qui sont envoyés quand les processeurs sont en état de transfert. Donc ce qui se matérialise comme ça dans ma proposition. Donc j'ai utilisé des courbes. Donc une sorte de trajectoire qui font un peu penser à de la balistique.
Donc c'est pour créer un nouveau plan aussi, on ne peut pas rester dans du plat. Je trouvais que ça a dynamisé un peu la proposition. Et c'est aussi que cette forme a un avantage par rapport à celle-ci qui paraît la plus... le trail, c'est un segment qui paraît la solution la plus simple. C'est que vu qu'on est dans une configuration en grille, on arrive à des phénomènes où il y a des superpositions. Et donc on ne sait plus qui envoie à qui. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de représenter les messages, enfin les transferts, de cette manière. Et aussi parce que avec ce genre de forme, on peut indiquer une autre information en fonction de l'amplitude, on peut rajouter des informations dessus. Donc, si la trajectoire est plus longue, peut-être que le message a mis plus de temps à être envoyé. Donc là, on va faire des zooms pour les cas en particulier. Donc, par exemple, ici, on a 3 processeurs qui communiquent entre eux. Donc, il y en a 2 qui sont en transfert envoi et un qui reçoit, donc qui est aussi souligné par les pointillés pour dire que c'est lui qui reçoit. Donc là, on a un autre cas un peu particulier, c'est quand les processeurs continuent de calculer mais qui communiquent. Donc j'ai réutilisé un peu le même système. Donc ces deux-là envoient et ces deux-là reçoivent. Et donc là, c'était, comme on a vu tout à l'heure, les processeurs qui sont ensemble, donc en quadricœur. Donc maintenant, on va parler de l'interface. Donc là, on est dans une fenêtre plein écran, ce que voit la personne qui interagit avec le logiciel. Donc on a juste une timeline. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, de ne pas trop encombrer l'écran pour laisser pour laisser que ça comme ça. Enfin, pour pas gêner la lecture. Donc dans l'idée, c'est que les options apparaissent quand on survole la timeline, et c'est là qu'on voit les différents éléments qui apparaissent. Donc on a les contrôles basiques. Donc on peut aussi déplacer la fenêtre, on peut la mettre où on veut, elle n'est pas statique, c'est modulable. Donc on a les contrôles de standard, donc la lecture accélérée, pause, contrôle et zoom. Et on a aussi un menu donc, où on voit donc des autres options traditionnelles comme ouvrir, enregistrer, réglages, et une fenêtre information qui permet de voir ce qui se passe à l'écran, sans qu'on ait besoin de compter si on est sur une trop grande trace où il y a trop d'informations. Donc là, on a un résumé de ce qui se passe. Donc il y a 105 processeurs qui sont en calcul, 8 en attente, etc. On peut aussi avoir la possibilité d'avoir des infobulles qui indiquent les pourcentages des états qu'a traversé le processeur en fonction de tout le calcul. Et on peut aussi donc cliquer sur le processeur pour retrouver sur une représentation d'une trace un peu plus standard, où on peut ensuite ainsi comparer les différents éléments du calcul. Enfin, voilà. Donc après, c'est une petite subtilité au niveau du flou pour rendre encore l'interface un peu plus agréable et moins encombrant. En fait. Donc là, c'est les fenêtres mises séparément, hors dehors de l'interface, pour c'était mes planches de recherche et une mise en situation. Donc là, c'est mes références, donc ce que j'avais en tête quand j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc là, c'est un photographe allemand qui a représenté les gènes de la cécité. Donc c'est des codes ADN, en fait, avec des petits points et des couleurs. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir représenter de l'information de cette manière. Et donc un typographe et designer et graphiste néerlandais. Donc là, c'était les couleurs qui m'intéressaient, sa gestion des couleurs. Donc il est en quadrichromie, cyan, magenta, etc. Donc voilà, je vais passer la parole à Eve-Lise maintenant. Alors bonjour, donc moi je vais plutôt vous présenter en fait mon processus de travail, les différentes phases, la façon dont j'ai appréhendé le projet. Donc en fait, suite à la présentation que François nous avait faite en février, l'enjeu en fait pour Kevin et moi, c'était de comprendre comment ce logiciel fonctionnait et d'en comprendre les différents éléments principaux. Donc comprendre comment le logiciel fonctionnait et surtout de comprendre les différents éléments principaux.
Donc voici des visuels que François nous avait envoyés. Donc moi, à partir de ces visuels, j'ai pu identifier 4 éléments que je jugeais fondamentaux. Donc les processeurs, les différents états de communication, donc on en dénombre 3 généraux, un état de calcul, un état d'envoi et un état d'attente. 3e élément fondamental, donc les dialogues entre les processeurs, et enfin la timeline. Donc une fois que j'ai bien identifié ces éléments, je suis entrée dans une 2e phase de travail qui en fait a consisté pour moi à accumuler des références graphiques et en fait pour vraiment m'approprier cette interface. Donc assez intuitivement, je suis venue à sélectionner des cartes astronomiques et en fait dans une visée assez précise parce qu'il s'opère à mon sens dans cette représentation et dans les représentations de données de François quelque chose de similaire. En fait, dans les 2 cas, on a ces 2 systèmes de représentation visent à représenter un très grand nombre de données sur une échelle très vaste et très étendue, et ce dans un support à échelle réduite, dans notre cas l'écran. Donc je me suis également aussi intéressée à des recherches autour de la notion de cycle, puisque j'ai pu observer que les processeurs établissaient en fait des états de communication cycliques, donc un cycle qui correspondait à un cycle d'attente, de calcul, d'envoi et d'attente. Donc je trouvais ça intéressant de voir comment on pouvait représenter cette notion de cycle et de graduation. Et je me suis également intéressée à des systèmes de représentation très simples, de notions de calcul, de division, de soustraction, etc. Donc une fois ces recherches iconographiques bien assimilées et les éléments fondamentaux de l'interface bien identifiés, j'ai pu commencer à mettre en place mon propre langage graphique. Et c'est surtout ici que j'ai choisi l'orientation du projet. Donc pour ma part, moi, en fait, je me suis axée sur la notion d'état des processeurs et des communications. Donc l'enjeu pour moi, c'était de représenter de façon très simple ces différents états de communication de chacun des processeurs afin de savoir ce qui se passe précisément à un instant T de la trace. Donc l'idée, c'était de retranscrire l'idée de cycle au moyen de pictogrammes dans un premier temps plus ou moins figuratifs, pour finalement en fait, choisir de concentrer mes recherches sur des formes très simples, puisque dans l'interface de François, on a vraiment beaucoup d'informations à identifier. Donc l'objectif, c'est que ces pictogrammes soient très faciles à identifier visuellement. Ensuite, je suis rentrée dans un 2e temps de recherche dans ces expérimentations, qui a été en fait de voir comment on pouvait agencer les éléments fondamentaux de l'interface sur un écran. Donc les processeurs sont symbolisés sous forme de rond, les dialogues sous forme de flèches, et les états par les pictogrammes. Donc voilà 2 premiers systèmes expérimentaux. Donc une fois ce système mis en place, j'ai vraiment pu rentrer dans le vif du sujet, et c'est ici en fait que j'ai commencé à voir comment je pouvais mettre en place un premier système graphique où on retrouve donc les éléments fondamentaux, les processeurs, les états de communication et les dialogues, et la timeline. Cette phase-là en fait, a été très importante parce que c'est la phase en fait, où j'ai pu voir si mon système graphique était viable et si je pouvais l'étendre à d'autres échelles. Parce que pour le moment, je m'étais concentrée en fait, sur des échelles seulement avec 2 processeurs. Or, on sait que le logiciel de François peut en représenter beaucoup plus. Donc j'ai étendu mon système à 10 processeurs, 20 processeurs et une centaine de processeurs. Donc une fois cette phase de travail finie, je constate que mon système est viable et suffisamment flexible pour proposer une proposition finale d'interface que voici. Donc cette interface, je l'ai voulu volontairement très minimaliste pour que voilà, les informations soient faciles à identifier. Donc elle se divise en 3 parties. On a les processeurs, ce qu'on appelle la trace en elle-même, la timeline, dans laquelle on peut naviguer, choisir un instant précis, et des outils de sélection. Donc on peut isoler l'information, par exemple choisir quels sont les processeurs qui sont en phase d'envoi, par exemple, ou alors choisir de voir ce que fait un seul processeur. On peut également décider de masquer les flèches pour plus de lisibilité. Donc, arrivé à ce stade du projet, donc on a présenté Kevin et moi en fin d'année dernière nos 2 interfaces respectives. Et en discutant avec nos enseignants, on a pensé que ce serait intéressant de voir ce qui se passait si on associait nos 2 interfaces. Il se trouvait qu'on avait déjà chacun mis en place un système graphique très similaire qui permettait cette association. Et surtout, il s'avérait qu'elles étaient complémentaires, particulièrement dans les modes de représentation des processeurs.
qui avaient chacun des qualités mais aussi des limites. Pour ce qui est de la représentation des processeurs de Kevin, ce qui était intéressant, c'est qu'il pouvait monter à une présentation de beaucoup de processeurs, puisqu'on pouvait monter à 300 processeurs. Mais de ce fait, les interactions entre les processeurs étaient plus difficiles à identifier. Dans mon cas, c'était en fait plutôt le contraire qui s'opérait, puisque j'avais une représentation plus réduite. Bon, je pouvais monter jusqu'à 100 processeurs, mais les interactions étaient plus lisibles. Donc suite à ces constats, on en est venu assimiler les interfaces et on a proposé cette interface suivante. Donc, dans cette interface, on a des nouveaux outils. Déjà, la possibilité donc, de sélectionner un menu de présentation des processeurs. On peut passer d'un mode gris à un mode circulaire. Et aussi, on a décidé de mettre en œuvre un menu de sélection. Alors, chacun de nous, dans nos deux interfaces, avions commencé à mettre en place des outils de sélection. Mais là, on trouvait que c'était intéressant de voir comment on pouvait faire en synthétisant le tout dans une unique fenêtre. Donc, on a un menu qui va permettre de filtrer l'information. Et à cette fenêtre s'ajoute également un nouvel outil, qui est un outil de notes, qui va permettre en fait à l'utilisateur du logiciel d'ajouter ses commentaires, ses analyses et ses remarques sur la timeline et de permettre aux autres utilisateurs de consulter ces notes. Je vais vous passer la parole à Kevin pour les... Donc là, l'ajout sur la timeline, en fait, c'était de mettre... de représenter les différentes notes mises par les personnes qui utilisent le programme. Donc on peut les voir en dessous, donc les notes en rose, les petits points, les bulles, et le point bleu, donc qui permet d'annoter et de faire des sélections pour, si on travaille en collaboration, montrer à d'autres personnes qu'est-ce qu'on a, les problèmes qu'on a rencontrés dans notre programme. Après, donc on a aussi fait une typologie des différents cœurs, donc on a mis ça, on les a nommés grâce à des lettres en exposant, donc pour les différentes formes qu'ils ont. Et donc on a aussi ajouté des subtilités au niveau de pour les niveaux d'attente. Et donc on a fait un peu un travail en fonction de nos deux gammes de couleurs pour essayer de trouver une gamme sur laquelle on s'entendait et qui marchait. Donc je crois que je n'ai plus rien d'autre à rajouter. Alors je crois que j'ai juste un dernier slide si tu peux revenir sur ma présentation. Alors juste pour terminer, donc les designers ont livré leur interface finale qu'ils viennent de vous présenter. Et donc maintenant, on a des étudiants. Le slide après. Tout à la fin. Ok. Bon, il n'y a pas de slide. Et donc maintenant, le relais va être passé aux étudiants ingénieurs, donc qui vont devoir implémenter l'interface qui a été proposée dans le cadre d'un projet de fin d'études. Qui vise à pouvoir lire des traces et les représenter sous la forme qui a été proposée par les étudiants de l'ESAD. Et donc ça va permettre, je pense que ça va être intéressant pour les deux parties en fait. Ça sera intéressant pour les ingénieurs de travailler avec des designers et pour les designers de voir ce qui se passe quand on discute avec des ingénieurs qui posent plein de questions bizarres auxquelles on n'avait pas forcément pensé à l'origine. Voilà. Donc, ce qu'on espère, c'est que au mois c'est fin janvier, il me semble, qui termine, on ait un logiciel qui soit utilisable et qui sera utilisé par beaucoup de chercheurs et par des gens, des industriels. Voilà. Merci à vous. Il est -5. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou pas? Pas vraiment. Bon. En fait, on a le temps pour les questions, mais on les posera dans la deuxième partie de la journée, parce qu'en fait, pour des questions d'organisation, on est assez minuté, il faut qu'on quitte la salle à peu près maintenant. Voilà.